Nous sommes sur le plateau de C'est la santé et nous avons ici avec nous le docteur Jean-Pierre Tagba qui est médecin généraliste et nous explique les facteurs liés au risque d'être atteinte du diabète. Alors docteur, revenons sur la question. Par rapport à l'âge, à quel âge on peut diagnostiquer le diabète du type 2 à une personne? S'il faut le dire, le diagnostic du diabète de type 2, insulino et non insulino-dépendant, est généralement, la plupart des patients arrivent dans des états de complications. C'est en ce moment qu'on diagnostique. Mais le diagnostic aussi peut se poser au cours des examens systématiques. Par exemple, les services, disons, les services, les employeurs qui font des bilans de santé à leurs employés. La personne peut arriver parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir une hyperglycémie dans le sang, mais on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Et c'est après même 10 ans d'évolution qu'on arrive à se rendre compte un jour au cours d'une complication. Les complications, c'est généralement les rétinopathies et autres, on en viendra, mais c'est au cours de ces complications que le diabète est diagnostiqué, c'est ce qu'il faut savoir généralement. Mais on peut le diagnostiquer, comme je l'ai dit, on peut le diagnostiquer au cours des examens systématiques, c'est-à-dire que des analyses des services et autres, ce que les employeurs font à leurs employés. Alors souvent les diabétiques, les personnes atteintes sont confrontées à un mode de vie alimentaire depuis toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, ça a changé? Un diabétique peut manger en famille ou bien il garde toujours son mode de vie alimentaire spécifique? En fait, il faut expliquer que au cours du traitement des diabétiques, il y a ce qu'on appelle les mesures d'hygiène et les mesures diététiques. Ce sont les mesures généralement qu'on regroupe sous le terme les mesures hygiéno-diététiques. Donc, il y a une alimentation spécifique aux diabétiques, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a une alimentation spécifique aux diabétiques. Il faut d'abord réduire l'apport calorique, surtout le diabète de type 2, comme on le parle. Il faut réduire l'apport calorique pour minimiser le risque de surpoids, le risque d'obésité. Si la personne est déjà obèse, il faut carrément faire un régime drastique. Un régime drastique pour maigrir. Associé, bien sûr, à la prise des médicaments, à la prise médicamenteuse. Donc, c'est un régime spécial. C'est un régime hypocalorique, s'il faut le dire. Mais on peut avoir un régime normocalorique quand la personne, ou bien la glycémie, ou bien le diabète est équilibré. Il y a des paramètres qui montrent qu'un diabète est équilibré. Alors, quels symptômes peut-on observer chez une personne atteinte du diabète? Oui, les symptômes, généralement, c'est l'envie, généralement, de boire beaucoup d'eau. On appelle ça la polydipsie. La personne a tout le temps soif. La personne a tout le temps envie de pisser. On appelle ça la polyurie. Effectivement, parce que la personne boit beaucoup. Oui, ça aussi, mais le diabète aussi en partie. Parce qu'il y a un déséquilibre osmolaire au niveau du système, disons, dans le milieu intérieur. Ça, c'est des termes techniques. Dans le milieu intérieur, il y a un déséquilibre osmolaire qui fait qu'il y a, disons, l'eau qui sort un peu plus souvent. C'est-à-dire, le déséquilibre est là parce que le glucose a, disons, une osmolarité élevée. Donc, il fait qu'il faut un appel de l'eau pour pouvoir les phénomènes d'osmose, pour pouvoir réguler. Donc, c'est ça qui fait que la personne pisse beaucoup plus. La personne aussi a beaucoup faim, elle mange beaucoup. La personne aussi a souvent... Il y a beaucoup de choses qui tournent autour des symptômes du diabète. Par exemple, les diabétiques qui ont des plaies incurables, qu'est-ce qui occasionne ça? C'est à ça que je voulais en venir. Ça, j'avais dit au départ que pour diagnostiquer le diabète, généralement, pas pour diagnostiquer, c'est quand on arrive à découvrir le diabète chez une personne, c'est quand la personne vient généralement dans les moments de complications, parce qu'au départ, elle ne savait même pas qu'il y avait une hyperglycémie dans le sang. Parce qu'il faut d'abord aller faire un bilan d'analyse de la glycémie, juste pour savoir qu'il y a une hyperglycémie. Donc maintenant, l'hyperglycémie qui est là, qui a perduré pendant tout le temps, crée des complications. Et ce sont ces complications maintenant qui amènent le patient à consulter. Donc le pied diabétique. Le pied diabétique, pourquoi? Les plaies, généralement chez les patients, vous savez que quand il y a une plaie, il y a des microbes, une plaie infectée, il y a des microbes dedans. Vous pouvez avoir une plaie au départ qui n'a pas de microbes, mais par après les microbes vont rentrer. Mais comme le microbe, tout organisme sur Terre aime beaucoup le sucre, s'il faut le dire. Donc les microbes aiment le sucre. Donc comme ils aiment le sucre, vous pouvez prendre tant d'antibiotiques. Quand il n'y a pas, disons, des mesures pour pouvoir prendre en charge efficacement la plaie, des mesures cliniques pour pouvoir prendre efficacement la plaie, le microbe est là,
et il est là, il bouffe le sucre et il se multiplie. Plus il se multiplie, plus la plaie perdue. Donc c'est ça qui fait que pratiquement, vous allez voir, la plaie est toujours là, elle s'est gangrénée, elle se complique, elle devient incurable. Et maintenant, arrivé à ce moment, il faut amputer la jambe parce que si on n'ampute pas, l'infection va aller jusqu'au niveau du cœur et créer ce qu'on appelle des endocardites et des complications assez drastiques. Ok, l'insuffisance rénale est la première conséquence à ça. S'ajoute la cécité, l'amputation des membres. Comment expliquez-vous ces conséquences aussi étendues et diversifiées de cette maladie? Oui, effectivement, l'insuffisance rénale est une complication, ou bien est une complication chez un diabétique. Il faut savoir que l'hyperglycémie crée beaucoup de choses dans l'organisme, dont le durcissement des artères et des veines. Ça durcit les artères, alors que normalement, les artères et les veines doivent être souples pour faciliter, disons, le passage du sang, pour que le sang amène le glucose et l'oxygène aux cellules périphériques. Donc la glycémie, l'hyperglycémie ou le glucose élevé dans le sang durcit les artères. Donc quand il durcit les artères, en même temps, les artères ne sont plus souples et le sang n'arrive plus à passer. Et comment l'appelle-t-on? La conséquence au niveau des reins, le rein souffre. Les glomérules, ce sont les néphrons, ce sont les petits composants qui sont au niveau du rein. Donc, quand ils souffrent maintenant, ils créent ce qu'on appelle les glomérulopathies. Et le rein en souffre et il peut arriver même une insuffisance rénale à la langue, si rien n'est fait. Et la maladie attaque aussi l'œil. Tout ça, comme je viens de l'expliquer, c'est que j'ai commencé au départ par le problème des artères. Donc, c'est les artères. Quand les artères sont dures et le sang circule mal, associé à ce qu'on appelle les artéroscléroses. Les artéroscléroses, c'est les dépôts de substances lipidiques dans les artères, dans les petites artères, qui bouchent les artères. Donc quand une artère est bouchée, en plus du fait qu'elle est dure, elle est bouchée, le sang n'arrive plus à bien circuler. Et on peut avoir la rétinopathie parce que la rétine souffre. La rétine n'est pas, disons, perfusée par le sang. Donc elle souffre d'office. Ok, les prévisions indiquent que le diabète coûtera d'ici peu à l'Afrique 59 millions de dollars. C'est dire comment la prise en charge est coûteuse. Est-ce que les patients arrivent à y faire face? Ça, il faut le dire, c'est assez compliqué chez les patients parce que les maladies diabétiques, comme on le disait au départ, c'est une maladie des riches, il faut le dire. Tu n'as pas d'argent, c'est difficile de pouvoir te prendre en charge. Ça, c'est sûr parce qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on prescrit, beaucoup. Si vous connaissez un diabétique, vous allez voir, il va vous dire qu'il y a beaucoup de médicaments, ça c'est clair. Donc déjà que, disons, la situation des Africains est précaire sur le plan pécunier, donc il faut savoir que ça sera difficile qu'un patient diabétique qui n'a pas les moyens puisse se prendre en charge. Si la personne est assurée, c'est facile. Les assurances pallient à cela. Les assurances peuvent pallier. Si la personne est assurée, il n'y a pas de souci. L'assurance prend en charge. Mais si c'est une petite revendeuse de denrées alimentaires dans un coin à quelque part ou bien dans un village à quelque part, ça c'est sûr qu'elle ne pourra pas faire face au traitement. Ça, je suis formel là-dessus, elle ne pourra pas faire face au traitement. Ça sera compliqué parce qu'il y a beaucoup. Au-delà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de firmes pharmaceutiques qui ont réduit, en l'occurrence, les firmes pharmaceutiques de l'Inde ont réduit considérablement le coût de ces traitements. Mais ça reste toujours onéreux, ça reste toujours onéreux pour nos populations. Ça, il faut le savoir, ça reste onéreux. Alors, chez nous, au Togo, ici, comment est-ce que le traitement se fait? Oui, s'il faut le dire, le traitement, ou bien la prise en charge. La prise en charge, effectivement. La prise en charge du diabétique n'est pas, disons, différent dans les autres pays. C'est presque la même chose, il faut le dire. Mais je vais dire le traitement. Mais la prise en charge, elle diffère des pays. Si, disons, au Togo, ici, il y a une cellule. Il y a une cellule qui est au ministère de la Santé, je crois bien, qui est au ministère de la Santé, et qui prend en charge les maladies non transmissibles, dont le diabète. Dont le diabète. C'est une maladie non transmissible, il faut le dire. Donc, associé ou bien couplé à cette cellule de prise en charge du diabète, l'association togolaise du diabète, Donc cette association regroupe les diabétiques et certains médecins et certains praticiens hospitaliers qui prennent en charge généralement, qui font des descentes pour sensibiliser, qui font des descentes pour dépister et qui font des descentes, comme je l'ai dit, pour sensibiliser sur les complications, les risques et le fait de se diagnostiquer, de se dépister le plus tôt possible. C'est ça. Aujourd'hui, seulement la moitié des personnes atteintes sont diagnostiquées
diagnostiquée et une personne sur 10 reçoit le traitement. Comment expliquez-vous ce fait? Et moi, je peux expliquer ça de cette manière. Généralement, le diabète, c'est une maladie assez compliquée à prendre en charge, il faut le dire. Parce qu'il faut une collaboration entre le patient et son médecin. C'est tellement compliqué de prendre... Surtout, il y a des patients qui sont vraiment, comment l'appelle-t-on, capricieux. Ils sont capricieux. Quand tu leur expliques ceci, ils ne peuvent pas comprendre. Je me rappelle bien d'un diabétique. On l'a dépisté de façon fortuite, de façon systématique. Mais jusqu'alors, elle n'arrive pas réellement à se prendre en charge parce que, au début, moi, je lui ai donné des médicaments. J'ai pris en charge, j'ai une association, je lui ai donné des médicaments. Mais par après, elle n'a plus acheté. Quand on l'appelle, elle nous trompe qu'elle a acheté. Parce qu'il y a une chose, les gens ne comprennent pas concrètement les complications. Et c'est quand ça arrive à l'étape de complications que réellement ils courent derrière les médecins. Donc, c'est l'intérêt des dépistages fortuits et des sensibilisations. Pour que les gens sachent que le diabète, c'est une maladie invalidante. On peut t'amputer, on peut te couper la jambe et tu deviens une charge pour ta famille. Si tu avais un boulot, tu peux perdre le boulot. Ça arrive, tu peux perdre le boulot parce que tu es amputé. Si par exemple tu es une personne physique, c'est vrai, on peut te changer de poste, mais tu peux perdre le boulot avec ça. Donc quand les gens se rendent compte que c'est comme ça, rapidement, ils peuvent collaborer avec le médecin pour que la prise en charge du diabète soit plus efficiente, plus efficace. Alors, pour vous, vous aimeriez qu'on organise des séances de sensibilisation pour parler de la maladie aux populations? Effectivement, ça c'est, même pour toutes les maladies, si vous allez dans les pays européens, c'est vrai qu'on veut vivre à l'image des pays européens. Si vous allez là-bas, toutes les maladies ont une association. Toutes les maladies ont une association. Ici même, on devrait avoir une association de lutte contre le palu. Normalement, il devait avoir. Et comme ça, l'association de concert plutôt avec le ministère en charge va sur le terrain, sensibilise. Plus on sensibilise sur les complications et le mode de survenue et les facteurs pour diagnostiquer le diabète, plus on sensibilise, plus le message sera porté plus loin. Et quand on le fait de façon fréquente, ça s'ancre dans la tête des gens et facilement ils peuvent adhérer ou bien ils peuvent, disons, se laisser traiter. Alors, comment prévenir alors le diabète, cette maladie compliquée, ou réduire les facteurs, des facteurs de risque? C'est une question générale que se pose tout le monde. Que dois-je faire pour ne pas être diagnostiqué diabétique? C'est ça. Déjà, il faut savoir que quand l'hérédité, quand je le disais au départ, quand l'hérédité, disons, fait partie déjà des probabilités que le diabète puisse survenir chez quelqu'un, il faudrait que la personne double d'effort, s'il faut le dire. Mais en plus de ça, associer les facteurs de risque qui font exprimer la maladie. Dans ces facteurs de risque, il faut jouer sur ça. Il ne faut plus être sédentaire. Il ne faut plus tout le temps sortir, dormir tout le temps. Il faut faire des activités sportives. Les gens veulent aller juste à côté, à 100 mètres pour faire quelque chose, ils prennent leur voiture pour aller. Les gens veulent aller à 200 mètres, ils prennent leur moto pour aller. Il ne faut plus le faire. De temps en temps, il faut faire les activités sportives. Il faut faire le sport, s'il faut le dire. Pas un sport intense, mais la marche. Les personnes qui sont âgées, qui ne peuvent pas courir, peuvent marcher. Qu'ils marchent et qu'ils fassent le sport rapidement pour que le surpoids soit gagné, pour que l'obésité soit gagnée. Ceux qui sont obèses n'ont qu'à tout faire pour baisser le poids, leur poids. Ceux, par exemple, qui ont l'hypertension doivent se faire rapidement, s'il faut le dire, s'ils ne savent pas diagnostiquer, ou soit ils doivent se faire prendre en charge de façon efficace, parce que l'hypertension est un facteur de risque du diabète. C'est-à-dire, quand on a l'hypertension, on peut facilement avoir le diabète. Mais non, il y a aussi les hypercholestérolémies, l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Donc, si quelqu'un a beaucoup de cholestérol dans le sang, la personne doit tout faire pour se faire prendre en charge. En l'occurrence, d'abord, en mangeant moins gras, en mangeant moins calorique, en n'utilisant pas, il y a des huiles sur le marché. Ce n'est pas pour faire l'apologie ou bien pour faire une pub. Il y a des huiles sur le marché. Quand vous venez à l'hôpital, on va vous dire ces genres d'huiles qu'il faut utiliser. Parce que ces huiles contiennent moins de cholestérol que d'autres huiles. Donc, associé à tous ces facteurs, il faudrait lutter beaucoup contre cela. Ok. Oui. Alors, si vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs, des diabétiques ou non, quelle sera sa teneur? Le message que j'ai à l'endroit de la population, ce message est tel. Disons d'abord à l'endroit des diabétiques, parce qu'il s'agit du diabète, c'est du diabète qu'on parle. Les diabétiques, par exemple, quand quelqu'un est diagnostiqué diabétique,
il doit falloir d'abord qu'il ait sur lui, disons, du sucre de temps en temps. Son médecin doit lui expliquer qu'il doit avoir du sucre de temps en temps parce que ce qui est dangereux... Le diabétique doit encore avoir du sucre. Avoir du sucre, j'en viens. Ce qui est dangereux chez un diabétique sous traitement, c'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est encore la chute, disons, la baisse du taux de sucre en deçà des valeurs, des normes, en deçà des 0,70. Et cette chute du taux de sucre dans le sang peut entraîner de graves conséquences, surtout sur le plan cérébral. Ça peut entraîner de graves conséquences. Donc un diabétique sous traitement, un diabétique bien équilibré, doit avoir du sucre sur lui tout le temps. D'au moins 1 ou 2 morceaux de sucre. Parce qu'il peut sortir un matin, il a mangé peu, ou bien il a mangé moins calorique. Et comme il a mangé moins calorique, en plus du fait qu'il prend le médicament, le taux de sucre va chuter. Et là, l'hypoglycémie vient. Un diabétique doit tout le temps collaborer avec son médecin. C'est très important pour que le traitement soit plus efficace. Donc, à l'endroit de la population, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait se faire dépister. Quand les associations et le ministère parfois font des sensibilisations, il doit falloir rapidement aller adhérer pour se faire dépister, puisque le diabète, c'est une maladie qui évolue sur un long moment, 10 ans, même parfois 5 ans, 10 ans, voire 15 ans, avant de s'exprimer par les complications. Donc il ne faudrait pas arriver à l'hôpital au cours des complications. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui fait un coma. On appelle ça coma acidocétosique ou un coma lactique. Vous allez voir que c'est ce qui est dangereux. Donc quand cette personne arrive à cet état-là, c'est dangereux, la personne peut trépasser. Donc il faudrait rapidement se faire diagnostiquer avant que les complications ne surviennent. Ok, merci à vous très chers téléspectateurs. Nous étions sur le plateau avec le docteur Jean-Pierre Tagba qui nous a parlé du diabète. Il nous a expliqué le phénomène et on espère que vous avez appris beaucoup de choses dans ses propos. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de C'est la santé.